Donc je suis la première partie ce soir, je vais voir depuis quelques minutes, je suis très content. Aurélie ? Oui. Oui, bonjour. Je suis le régisseur général de Sébastien. Vous me suivez ? Je l'ai avec moi. On y va, protocole 32, on lance les bas-fonds. Je sais pas, vous les mettez autre part, voilà, ok. Et puis s'il y a des retardataires, il rentre pas surtout, il veut pas. Il est très très stressé ce soir, vous lui parlez lentement surtout. Oui, est-ce qu'on a amené des gaufres ? Il veut des gaufres. Porcupine. Porcupine. Sébastien ? Yes. She has arrived. She's arrived. Oh, she's here. Hello. Aurélie? Hi. Come back soon, tout à l'heure, hein. Orly? like the airport. Sorry, have a seat. Thank you. No, thank you for coming out all the way here. Oh, but it's okay, it's okay. How can I help you? I'm an American comedian living in France now, and well, you tell me if you don't understand something, okay? Oh yes, no problem. Okay, so now I'm living in France, and so I would like to speak French so that I can perform for the French people. Normal. And so you want French lessons? Yes, but intensive French lessons because I'm going to perform very soon. Ok, no problem. Bon, on va déjà commencer à parler en français ensemble, comme ça je pourrai évaluer votre niveau. Sorry? Oh, sorry. Bon, on va commencer déjà à parler en français ensemble, comme ça je pourrai évaluer votre niveau. Can you speak a little bit slower, please? What is your French level? Ah, my French level. Okay. Rendezvous, déjà vu, sacre bleu, and voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oh putain. Putain! Yeah, I heard that in the metro today. When I bumped into somebody, this sounds like a great word. What does it mean exactly? Oh là là. Bon, you know, the best is to put a timeline so that I can create my lessons based on the amount of time we have. So, when do you want to first perform? Tonight. I already forgot that you are a comedian. Would this be a good time to say putain? Oh merde. Bon. Je m'appelle Aurélie. Je m'appelle Orly. Non, non, moi je m'appelle Aurélie. Ah, sorry, of course, sorry. No, moi, je m'appelle Orly. Sébastien. Rouler des pelles. French kiss. Si tu veux. Je suis désolé, mais ça va être le moment. For what? Oh, yes, sorry. Vous me suivez? Yeah. Je les ai avec moi, ouais. Ouais, ils sont des galoches, pas évident. Don't forget that in French, we say il lève la main et pas sa main. Okay. On dit affirmatif et pas affirmative. Okay. Et en France, quand on se roule des pelles, il y a priorité à droite. Mais à part ça, tout est bon. Bon, merci Orly, vous étiez un professeur excellent. Top. Allez, merde. Merci. Quoi? Oh, gotta go. Oh putain. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à l'Européen. Ouais! Ouais! Et juste avant de commencer le spectacle, je voudrais juste préciser que je parle vraiment comme ça, ok? C'est mon vrai accent. J'avoue que c'est un peu pourri. C'est un mélange entre Jane Birkin et Karl Lagerfeld. Bourré. Je parle un peu comme le Québécois, dans le sens qu'on n'a pas besoin de sous-titres, mais s'il y en a, on va les lire. Tu vois, ce genre d'accent. Mais c'est pas ma faute que je parle comme ça, c'est la faute de la langue française. Parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O.
Après, j'ai mis une X. Mais je prononce pas. Non, mais c'est ça qui est impressionnant. Vous, les Français, vous adorez mettre des X et le Z à la fin de mots que vous ne prononcez pas du tout. Je pense que le créateur de la langue française voulait juste gagner au Scrabble. Joyeux. J-O-Y-E-U. X. Il n'y a pas de X à joyeux. Maintenant, oui. 73 points. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que si un jour j'étais naufragé sur une île déserte, j'espère que cette île ne soit pas francophone. Parce que je sortirai jamais de cette île. Parce que le mot help est 1000 fois plus facile à écrire dans le sable que au fucking secours, ok? Et j'ai aucune idée si au secours est singulier ou pluriel. Et ma vie dépendrait de la grammaire. Parce que si moi j'ai fait une faute quelque part, le pilote français dirait « Je ne comprends pas ». Elle me laisserait mourir sur l'île. Et chaque fois que je joue mon one-man show, j'ai un public qui vient de partout dans le monde. J'ai pas mal d'étrangers qui viennent ici me voir. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'on a des étrangers ce soir? Des étrangers ce soir. Premier rang, il y a une petite fille au premier rang. Elle est au courant qu'elle est étrangère ou pas? D'accord, elle est américaine. De quelle part? Where are you from? Texas? D'accord, elle est trop mignonne pour être de Texas, en fait. Oui, j'ai vu, il y a d'autres étrangers. Oui! Du Mexique, oh là! Comment estás? On arrête là, c'est tout ce que j'ai. Ça fait longtemps que tu es en France? Tu es en vacances. Pour combien de temps? 15 jours. Et tu parles français comme ça. C'est... tranquille. Monsieur, vous êtes français? D'accord, vous vous êtes rencontrés où? Au Mexico, t'es allé là-bas pour pécho. C'est bien ça. Vous parlez français à la maison. D'accord. Tranquille, quoi. Sans accent en plus. Elle n'a pas d'accent, on est d'accord? Non. Je te déteste un peu, ok? D'accord. Donc on a le Mexique ici. Il y a d'autres étrangers? Oui, tout au fond, oui. Oh là! Et ça fait longtemps que t'es là? 2 ans, ça te plaît la France? Personne t'a cru, hein? Et pourquoi t'es venu? Pour apprendre la langue française. D'accord, ça va prendre beaucoup plus que 2 ans. Au moins pour moi, d'accord. Et t'es venu juste pour apprendre la langue. À cause de lui. Tout le français pécho des gens d'Amérique latine ce soir, d'accord? D'accord, t'es venu pour le boulot, t'es resté pour l'amour, c'est ça? D'accord, et donc maintenant tu travailles pas? Ah d'accord. Non, parce que c'est le meilleur pays pour être au chômage, hein. C'est... honnêtement, il faut en profiter, hein. Ah, tu payes les impôts? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ouais. Moi aussi. D'accord, et donc vous parlez français entre vous? Et, monsieur, tu parles un peu espagnol ou pas? Un poquito. Je la pète. D'accord. Ok, on a l'Argentine, il y a d'autres étrangers. Attention, quand je dis étranger, ça veut dire en dehors du périph' aussi, ok? Oui, ici, oui, pourquoi tu viens d'où? Centre de l'Italie. Parce que tu te dis, c'est un Américain, il ne va pas connaître le nom de ma ville. Donc, comment s'appelle là? C'est vers le milieu, c'est centre... T'es en France pour combien de temps? 6 ans et demi, d'accord. Et pourquoi t'es venu, tu te souviens? Pour le travail aussi, d'accord. Là, tu travailles dans quoi? Nulle part. C'est bien ça. Les Français. Combien de Français on a dans la salle? Faites du bruit. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça va, les Français? Ok, très bien. Je vous ai posé la question « ça va » parce que ça va, c'est la question la plus importante en France. Parce que c'est à la fois une question, une réponse. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Donc quand les Français se rencontrent, ils sont comme des perroquets qui essaient d'identifier un membre de leur propre espèce. Ça va? Ça va.
Ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Et ce qui est bizarre avec ça va, c'est que plus tu répètes ça va, moins ça va. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Si la personne le dit une 4e fois, attention, elle est suicidaire. Bon, donc tout ça pour dire que c'est possible que ce soir, je vais faire plein de fautes en français. Et si c'est le cas, vous pouvez m'aider. Mais vous pouvez aussi vous faire foutre. Oui, parce qu'honnêtement, vous n'êtes pas venu voir ce soir un spectacle d'un Américain pour entendre une bonne maîtrise de subjonctif. Oui, parce que je suis américain. Silence maintenant. C'était pas comme ça pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai dit aux Français que j'étais américain. Tout le monde disait « Oui, on vous adore ». Maintenant, silence. Parce qu'on est allé de Barack Obama à Donald fucking Trump, OK? La politique américaine aujourd'hui ressemble à la carrière de Michael Jackson. On est allé d'un homme noir respecté à un homme blanc délinquant sexuel. C'est ça qui s'est passé. D'accord, quand je chie sur les Américains, ça vous plaît. D'accord, j'ai compris. Et je ne suis pas seulement américain, je suis aussi juif. Aussi silence, d'accord. Donc je suis juif et américain. Donc si le djihadiste vient ce soir, je serai le premier à partir. Moi, je suis leur Pokémon. Ils ont des applications pour nous. Et bon, je dis que je suis juif, mais je ne suis pas très pratiquant. Par exemple, la dernière fois que j'ai allumé de bougies un vendredi soir, c'était pour niquer. Donc, en gros, la seule chose vraiment juive chez moi, c'est ma bite et ma mère. Et c'est la dernière fois que j'aimerais avoir ce deux mots, donc ce sont les mêmes phrases, OK? Donc, effectivement, je suis circoncis parce que c'est très important chez les Juifs, parce que ça représente une alliance avec Dieu, qui montre que le Dieu juif est arrêt. Parce qu'honnêtement, si quelqu'un te dit « Ok, on peut être amis, mais seulement si tu coupes le bout de ton zizi », tu lui demanderais de revoir ses exigences d'amitié à la baisse. Surtout parce que juste à côté, il y a le Dieu chrétien qui dit « Écoute, tu verses un peu d'eau sur la tête, c'est bon. » Il faut avouer que Jésus a une meilleure équipe de marketing que Moïse, hein? Et je suis un juif américain un peu bizarre parce que mes parents sont argentins. Ouais. Donc je suis argentin, juif, new-yorkais. Ouais. On n'est pas très nombreux. Donc moi j'ai grandi en pensant que j'étais le plus beau d'un peuple élu, en vivant dans la meilleure ville du monde. Il n'y a personne plus arrogant. À part le Parisien, bien sûr. Ouais. Et vous en êtes fiers, en plus, d'accord? Et l'histoire de ma famille est typiquement juive. Mes grands-parents ont fui les nazis en Europe. Mes parents ont fui les dictatures en Argentine. Et moi, je suis venu en Europe pour fuir mes parents. Une histoire typiquement juive. Et souvent, les gens me demandent pourquoi la France, pourquoi j'ai choisi la France. Et je leur dis que, comme beaucoup d'Américains, je suis en France pour ne pas travailler. Mais je suis là pour réaliser le rêve français, qui est 5 semaines de congés payés, une sécurité sociale de folie et la liberté de pouvoir s'asseoir à la terrasse d'un café, en fumant une cigarette, en buvant un apéritif et en disant des saloperies sur tous les gens qui passent devant. Ça, c'est le rêve français. C'est pour ça qu'on est là. Et moi, j'étais spécialement attiré par le rêve français parce que moi, j'ai grandi dans le rêve américain. J'ai grandi dans le film Le Truman Show. Vous connaissez le Truman Show? C'était vraiment le Truman Show où j'ai grandi parce que ma mère était une desperate housewife, mon père était un madman et moi, je rêvais de Sex and the City. Et comme Truman dans le film Le Truman Show, je m'ennuyais grave. Je rêvais de quitter la bulle. C'est pour ça que quand j'ai rencontré une jolie Française à New York, c'était la réponse à tous mes désirs. C'était comme un billet d'avion vers l'aventure, vers la folie. C'était comme un visa avec des seins. Et c'était excitant parce que moi, je crois que la vie est comme une rivière. Et les courants nous amènent à notre destin. Donc, grosso modo, sur cette rivière de la vie, j'étais sur un yacht avec tous mes amis de l'enfance et de la fac et on flottait tranquillement vers un futur aisé et prévisible. Alors, quand cette opportunité d'aventure est apparue dans l'eau, j'ai sauté du yacht et j'ai plongé la tête la première dans la rivière. Tous mes amis paniqués, ils voulaient me tendre une perche.
Mais moi, j'ai refusé parce que je voulais apprendre à nager tout seul. Et voilà. C'est comme ça qu'à 24 ans, j'ai pris l'avion pour rejoindre ma copine chez elle. À Toulouse. À Toulouse! Non! Il faut dire que le fait que le mot Toulouse en anglais veut dire perdre. M'a pas trop frappé sur le moment. Pourtant, c'était très clair pour tous mes amis de l'époque. Wait, you're going to leave New York, a place where you have everything, for a place called Toulouse. You're crazy. Et ma réponse chaque fois, c'était mais tu ne comprends pas. Ce qui est logique parce que moi-même, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que je suis quelqu'un qui marche au défi. Dans ma tête, j'ai un enfant de 12 ans qui s'appelle Steven le Déglingo. Et chaque fois que j'ai une petite pensée farfelue, il me dit « T'es pas cap ». Et parce que j'ai l'arrogance d'un Argentin juif new-yorkais, je me sens obligé à relever le défi contre toute raison logique. Donc l'idée de suivre une fille à un endroit qui s'appelle perdre. C'est un peu comme s'arrêter sur la route devant un resto qui s'appelle La Chiasse. Et là, c'est Steven le Déglingo qui me dit « T'es pas cap. » Je suis pas cap, moi. Une table pour 1, s'il vous plaît. Et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé ici pour apprendre le français, les Françaises et la France. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis là. Et la grande nouvelle que j'aimerais partager avec vous, c'est que maintenant, j'ai la nationalité française. Oui. Bon, merci beaucoup pour cet applaudissement parce que honnêtement, c'est mérité, ok? Parce que c'est pas évident d'avoir sa nationalité française. Je vous explique. Il y a 1 an, j'ai reçu une lettre en disant que j'allais recevoir une lettre, en disant qu'il y aura une cérémonie. À la cérémonie, j'ai une récépissé pour aller à la mairie, pour avoir un formulaire à remplir, pour avoir ma pièce d'identité. Et je savais que j'étais français parce que je trouvais ça complètement normal. Et c'est grâce à la nationalité française que j'ai pu voter aux dernières élections présidentielles. Il faut dire que les élections étaient intéressantes. Je pense pour tout le monde, mais surtout pour moi, parce que je ne voyais pas du tout qui étaient les candidats. Parce que je ne suivais pas trop la politique française avant d'avoir ma nationalité française. Donc j'ai dû rattraper mon retard pour savoir qui est qui. J'avais l'impression de commencer à regarder Game of Thrones à la saison 4, ok? Et j'avais plein de questions de genre, mais comment ça se fait que ce mec-là soit le leader tandis que personne ne l'aime? Et comment ça se fait que cette blonde soit toujours entourée par des dragons? J'ai beaucoup appris sur la démocratie française. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait 11 candidats, premier tour. 11. C'est très varié ici. Vous avez de tout. Vous avez de Karl Marx à Adolf Hitler. Vous avez tout. Aux États-Unis, on n'a que 2 partis, McDo et Burger King. Résultat, on bouffe de la merde. Donc, il y avait 11 candidats. Et en plus, il y a le vote blanc. Donc, il y a des Français qui se lèvent, qui s'habillent, qui quittent la maison pour dire non. Non à tout. Il n'y a que des Français que devant 11 candidats sont capables de dire « ça manque de joie ici ». Et pour être honnête, la première fois que j'ai entendu « voter blanc », je pensais que ça voulait dire « voter pour un candidat blanc ». Comme nous, les Américains, on a voté noir pendant 8 ans. Récemment, on a voté orange, tu vois. Mais j'ai quelque chose à vous dire qui n'est pas du tout populaire, surtout maintenant, c'est que j'aime Macron. Silence, oui, parce que peut-être on a quelques gilets jaunes dans le public, c'est ça? Moi, juste pour être honnête, la première fois que j'ai entendu gilets jaunes, je pensais qu'on parlait de 2 mecs, Gilles et John.
qui foutait le bordel partout en France. Non, moi j'aime Macron parce que pour moi Macron n'est pas un président. Il est une expérience sociologique pour prouver que les Français ne sont jamais contents. Parce que vous êtes un peu comme Boucle d'Or. Parce qu'avant, il y avait Sarkozy, qui était trop dur. Après, il y avait Hollande, qui était trop mou. Et là, Macron arrive. Il est ni de droite ni de gauche. Vous dites, il nique sa mère. Oui, parce qu'il sort avec Brigitte. Hein. Elle a quoi? Elle a 20 000 ans, plus que juste, je pense. Mais c'est ça qui est impressionnant. J'ai entendu plein de Français dire « Ah, c'est pas normal leur relation, c'est bizarre leur relation. » En fait, Brigitte et Macron, c'est la relation la plus normale qu'un président français n'a jamais eue. Parce qu'avant ça, c'était Hollande qui a trompé sa femme sur un scooter. Tu veux un truc plus français que ça, les gars? Tromper sa femme sur le scooter. Donc, il a trompé sa femme avec une actrice. Avant ça, c'était Sarkozy qui a divorcé sa femme pendant ce mandat pour sortir avec une top modèle. Avant ça, c'était Chirac qui baisait tout le monde. Et avant ça, c'était Mitterrand qui avait une famille cachée. Une famille cachée. Ils étaient même pas des juifs, quoi. C'est ça qui est impressionnant, ça. Bon, tout ça pour dire que je trouve que vous, les Français, vous êtes assez ouverts aux autres nationalités, mais vous êtes très discriminatoires contre les cons. Si t'es con, tout est la source de tout le problème en France. Et la définition du mot con reste ouverte exprès. Un con peut être un idiot, un salaud, un ringard, un bof, peu importe. Si tu fais chier un Français, t'es con. Et le mot con n'est pas seulement le pire insulte en France, c'est aussi le signe d'amitié le plus prestigieux. Si un Français, tu dis « T'es con !» Jackpot. Tu peux pas exprimer mieux que ça. Et plus je reste ici en France, plus j'ai l'impression que le mot « con » est dérivé plutôt du mot « content » que le mot « connard ». On voit ça très bien avec l'exemple des bateaux-mouches. Là, il y a un bateau rempli de gens du monde entier qui sont tellement heureux qu'ils font signe de la main aux gens sur les quais. Et qu'est-ce qu'ils font, les Parisiens? Le con. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne plus con qu'un touriste. Parce qu'en tant que touriste, j'étais content de faire des choses que je ne ferais jamais chez moi. Comme visiter un cimetière où je ne connais personne. Ce que vous n'avez certainement pas vu, c'est que vous êtes aussi con que vous êtes à New York. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à New York? Des gens qui sont allés... Ah, waouh, beaucoup. En fait, je sais. Je vous ai vu là-bas. Parce qu'on peut toujours identifier le touriste français à New York. Putain. On est dans un film, quoi. Et quand il est à Central Park, c'est comme s'il était dans un safari. Je regarde, un écureuil. Il faut dans la poubelle prendre photo. Chez eux, les Parisiens se retiennent toute l'année de saloperies. Alors quand ils sont à l'étranger, ils veulent que ce soit aussi des vacances pour leur langue. Alors ils se lâchent comme s'ils parlaient le Swahili. Oh, regarde tout ce 4x4. Les Américains n'en ont rien à foutre de l'environnement. Maintenant que je parle français, je vais me surprendre en disant « Non, madame, c'est juste que l'Américain de base n'entre pas dans une Twingo. » Pour les Français qui sont allés aux États-Unis, vous avez trouvé que tout est grand, peut-être. Oui. Mais c'est pas vrai. C'est juste qu'ici, tout est petit. Les voitures sont petites, les hamburgers sont petits, les fesses sont petites. Mais c'est vrai que la France est vraiment un pays à taille humaine. Une taille humaine française. Pour les Américains, c'est un village. Mignon. De schtroumpf. Prends par exemple les sirènes d'ambulance. Les sirènes aux États-Unis te font saigner les oreilles. Ils vont... Ici, ils font... Une urgence. C'est adorable. Mais ce que je ne trouvais pas du tout mignon quand je suis arrivé ici en France, c'était la langue française. C'était le truc le plus dur à apprendre. Parce qu'il faut savoir que je parlais anglais avec ma copine aux États-Unis. Donc elle me trouvait drôle, vif et séduisant.
D'un coup, en France, je suis devenu son petit frère arriéré, qu'elle était obligée d'emmener partout. Il y avait des soirées où il y avait des mecs qui draguaient ma copine pendant que moi je disais « J'aime les vélos parce que c'est vite ». Donc j'ai décidé de prendre le cours intensif en français, mais ça m'a pas trop aidé parce que la langue française c'est comme des maths. Plus on apprend, moins c'est facile. Par exemple, je vois toujours la différence entre les mots suivants. Balle, boule, bulle, ballon, boulet, bille et couille. En anglais, ils sont tous ball, ok? Pendant longtemps, je pensais que tous ces mots étaient la conjugaison d'un seul et même verbe, baller. Je balle, tu boules, il bulle, nous ballons, bouler, il bille. Et on couille. Mais rapidement, j'ai découvert que la langue française est difficile, même pour les Français. Pour bien résoudre ce problème, les Français ont développé un tas de mots de passe. Notamment, voilà. Vous dites voilà partout. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Par exemple, une fois, j'étais dans la rue, j'ai vu un clochard demander à un piéton s'il avait de la monnaie. Le piéton a répondu « Oui, mais voilà. » C'est tout. Quand je suis allé au Louvre, j'ai demandé à un garde pourquoi on ne pouvait pas prendre photo. Il m'a dit « Parce que... voilà quoi. » Et tous les Français autour de moi, ils ont dit « Ah d'accord. » Mais c'est là que j'ai compris. Quand les Français ont du mal à s'exprimer, ils disent tout simplement « Voilà. » Et tout le monde est content. On n'a même pas besoin de finir ces phrases. C'est un mot magique. Aussi, vous avez créé une expression pour se défendre contre la conitude. C'est « ben... » Traduction, mais t'es con ou quoi? Et vous adorez faire du duel de bain pour sauver la face. La semaine dernière, j'étais à la caisse dans un supermarché. Et la dame devant moi demandait pour un sac à la caissière. Elle a répondu, ben, c'est payant. Bah, bon? Bah oui. Bah, c'est pas comme ça à Monoprix. Bah, on n'est pas à Monoprix. Bah, d'accord, c'est combien? Bah, 3 centimes. Bah, je ne parle la monnaie. Bah, montrez ça sur votre carte bleue. Bah, d'accord. Si on peut faire ça. Bah oui. Il y avait 25 personnes dans la queue derrière moi. Aussi, vous avez créé un mot de passe pour contenir la joie. C'est « mais bon ». Il fait beau. Mais bon. Il va plus voir tout à l'heure. Il a eu son bac. Mais bon. Il n'est pas très vif. Elle est charmante. Mais bon, et puis de la gueule. Un autre mot de passe est « quand même ». Cette expression te permet à redire la même phrase 200 fois dans une journée sans que ça soit répétitif. Même si tu décrètes à 7 heures du matin qu'il fait froid, chaque demi-heure, tu peux redire « il fait froid quand même ». Et on réagit chaque fois comme si c'était un trait de génie. Oh, en effet, quand même. Normalement, en français, l'ordre des mots est très strict. Mais on peut mettre « quand même » où on veut. Mais c'est cher quand même. Mais quand même, c'est cher. Mais c'est quand même cher. Parce que c'est un mot de passe, ça passe. Et si on a vraiment du mal à s'échapper d'un pétrin, c'est là où le mot de passe devient essentiel. Tu peux écraser un chat si tu dis à son maître après « Bon bah, tu vois enfant, mais bon, donc quand même, voilà quoi. » Ça va. Et pour rendre tout ça encore plus compliqué pour l'Américain, c'est que même les animaux parlent différemment ici. Aux États-Unis, les vaches font mouh. Ici, ils font meuh. Là-bas, les coqs font coucou-doudou. Ici, ils font coucou-dicou. Là-bas, les grenouilles font ribbit, ribbit. Ici, ils font au secours. Ça, c'est ma blague préférée du spectacle, les gars. Oui, parce que vous les mangez, les gars. On dirait que tous vos chefs avaient un Steven le déglingo dans la tête.
qui disait chiche de manger les escargots. Les escargots. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les escargots, honnêtement, qui aiment les escargots? Oh putain, ok. Non, vous n'aimez pas les escargots. Vous aimez le beurre et l'ail, c'est pas pareil. Non, il faut savoir ce que vous appelez gastronomie en France. Aux États-Unis, on appelle ça Koh-Lanta. Vous êtes bizarre. J'ai aussi du mal avec le foie gras. Vous aimez le foie gras ici? Ouais, j'ai entendu. Ben oui. C'est là où le bas sort, ok? Je ne sais pas si vous savez, mais le foie gras est illégal dans quelques États aux États-Unis. Par exemple, c'est illégal dans l'État de Californie. Et je ne sais pas si vous savez, mais le jour où on a voté Donald Trump, 4 États, dont la Californie, ont légalisé le cannabis. Donc aujourd'hui, en Californie, la bœuf est légale, le foie gras, non. J'imagine qu'il doit y avoir de dealers de foie gras à Los Angeles, tu vois. Psst, j'ai du foie gras, mais... J'ai du mi-cuit, mais... Mais honnêtement, je suis d'accord avec les gens de la Californie, parce que honnêtement, nourrir un animal jusqu'à ce que son foie explose, l'engraisser jusqu'à ce qu'il pèse 4 fois plus que normal, le gaver qu'il ne puisse plus mâcher, c'est monstrueux. Chez nous, aux States, on fait ça qu'aux enfants. Tout ça pour dire que la cuisine française était une grande découverte pour moi, parce que moi, j'ai travaillé en tant que serveur dans un restaurant à Toulouse. Et c'est pas évident pour nous de travailler dans la restauration française, parce que vous avez beaucoup de règles bizarres concernant la bouffe. Déjà, la bouffe ici est sacrée, n'est-ce pas? Oui, la preuve, c'est que l'expression « bon appétit » est comme une prière. C'est la seule chose qu'on peut dire à un inconnu total sans passer par un chelou. Même bonjour ne marche pas dans ce cas-là. Bonjour. Mais c'est qui ce mec? Mais si tu dis « bon appétit », oh merci. Vous aussi. Tout le monde bisous. Et ce n'était pas évident pour moi parce que j'ai dû apprendre la carte de restaurant. Il faut savoir que le nom de vos plats sont super compliqués. Pardon, ils ne sont pas compliqués, ils sont sophistiqués. En fait, aux États-Unis, nous avons un mot équivalent pour dire sophistiqué. C'est bullshit. Le savoureux mêlé-mélo du pêcheur, ce sont les pommes de terre finement écrasées. En fait, c'est poisson purée. Il faut arrêter avec ça. Et bien sûr aussi, j'ai dû apprendre le fromage français. Ah, ça c'est un monde en soi. Et c'est pas comme ça aux États-Unis. Quand on pense au fromage, là-bas, on pense à des tranches orange, fluo, en caoutchouc, qui se vont emballer individuellement dans le plastique. En fait, ce fromage est fabriqué dans la même usine où on fabrique des capotes. C'est la même texture et odeur et l'emballage est impossible à ouvrir. Et si le fromage américain est très stérile, le fromage français c'est comme le sexe. C'est cru. Ça se marie bien avec le vin. Et c'est encore meilleur quand ça pue le fauve. J'ai appris qu'il y a 350 types de fromage, c'est ça? Oui, vous ne savez pas non plus? D'accord, ok. Il y a le rayon dédié au fromage au supermarché. C'est le seul endroit au monde où j'ai vu quelqu'un devant un mur de fromage dire « Ça manque de choix ici !» Et je ne peux pas parler du fromage français si je ne parle pas du vin français, bien sûr. Moi, j'adore le vin français. Je bois minimum 2 verres par jour. Mais je n'ai pas peur de devenir alcoolique, parce qu'en France, le vin, ce n'est pas l'alcool. Non, c'est un condiment. Comme la moutarde ou le poivre. Quelque chose pour rendre le plat plus intéressant. Et une autre raison pour laquelle je bois autant de vin, c'est parce qu'en France, le vin, c'est moins cher que les M&M's. Et si tu vas à un restaurant de brasserie et tu commandes un verre de vin, c'est moins cher que le thé. Ça veut dire que ça coûte moins en France de fabriquer le vin que de chauffer de l'eau. Donc maintenant, avec mon petit déj, je prends du vin, c'est moins cher. Mais j'ai bu le meilleur vin de ma vie ici en France. Je pense que la France fabrique le meilleur vin du monde. Ouais, juste d'accord. Mais aussi le pire vin du monde. Je parle du vin où c'est marqué vin sous la bouteille et rien d'autre. Je parle du vin que quand tu le bois, ça fait mal. Et donc tu le craches. Et ça fait un trou dans le trottoir. Je parle du vin que ta honte a emmené à des fêtes. Tu le caches sur ta chemise et tu le mets dans un coin. Parce que c'est une obligation d'emmener une bouteille de vin à une fête ici, en France, n'est-ce pas? C'est ton billet d'entrée. Tu peux arriver avec 1 kilo de cocaïne, 3 stripteaseuses,
et Iggy Pop. Si tu n'as pas une bouteille de vin, tu restes devant la porte, ok? Mais le truc, c'est que personne n'emmène des bonnes bouteilles à sa fête. C'est toujours de la piquette. Ce qui n'est pas grave, mais ça veut dire que si tu organises la fête, à la fin de la soirée, tu te retrouves avec une douzaine de bouteilles pourries que tu ne mettrais même pas dans un bœuf bourguignon pour Hitler. Donc, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces bouteilles pourries? Tu les amènes à d'autres fêtes. Ça veut dire qu'il y a des bouteilles de vin qui font le tour de la France. En allant de fête en fête pendant des années. Comme une MST. Jusqu'à ce que ce vin pourri devienne le grand cru. C'est ma théorie. Et en parlant de ça, est-ce qu'on a des alcoolos ce soir? Des alcoolos, des buveurs de vin? Ouais, on est fiers, ok. Est-ce qu'il y a des gens ici qui fument de l'herbe? De la bœuf? Ok, moins enthousiaste du coup, ok. Peut-être c'est une mauvaise question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un ami qui fume de l'herbe? Un ami! Voilà, c'est ça. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs États maintenant aux États-Unis où la bœuf est complètement légale. Pour n'importe qui ayant plus de 21 ans, qui est exactement le même âge, pour pouvoir boire de l'alcool et avoir une âme à feu. Donc dans ces 8 États, on fait tout ce qu'on peut pour que votre 21e anniversaire soit votre dernier. Mais moi, je suis pour la légalisation du cannabis parce que je trouve ça hypocrite qu'on accepte le tabac et l'alcool, mais pas la bœuf. Parce que 50 000 personnes par an en France meurent à cause de l'alcool. Et c'est encore plus à cause du tabac. Tandis que c'est 0 à cause du cannabis. Parce que tu ne peux pas mourir en fumant de la bœuf. Si tu essayais de te suicider en fumant de la bœuf, tu perdrais la motivation bien avant. Mais c'est vrai que ça peut tuer des neurones. Ok, mais il faut savoir qu'un manque de neurones n'a jamais empêché qui que ce soit d'aller très loin aux États-Unis. Hashtag Donald Trump. Mais je comprends pourquoi on ne peut pas ôter l'alcool au peuple français. Ça fait trop partie de votre identité. Parce que sans alcool, ça ne veut dire pas d'apéritif avant le repas. Ça ne veut dire pas de vin pendant le repas. Ça ne veut dire pas de digestif après le repas. Je pense que sans alcool, le Français mourrait de faim. En tant que serveur dans ce restaurant, il faut dire que c'était vraiment un boulot de merde. Parce que j'ai dû tout faire, y compris nettoyer les toilettes. J'ai appris que les toilettes des femmes sont dégueulasses. Donc, je sais qu'il y a des femmes ce soir qui vont dire « Oui, mais vous les hommes, vous êtes plus sales que nous. » Et je suis complètement d'accord. Mais c'est parce que vous êtes plus propres que vos toilettes sont plus crades. Je vous explique. Comment seulement après 5 femmes, des toilettes impeccables deviennent Fukushima? Femme numéro 1, elle entre, elle voit que les toilettes sont impeccables. Donc elle fait confiance, elle s'assoit sur la cuvette. Elle fait pipi, elle prend 2 petits carrés de PQ. Elle s'essuie, elle tire la chasse, elle part. Une goutte d'eau saute de la cuvette et tombe sur la lunette. Ça, c'est le catalyseur. Parce que femme numéro 2 voit qu'il y a un liquide qu'elle n'arrive pas à identifier sur la lunette. Du coup, elle se met à 5 cm, pas dessus la lunette. Il y a 3 gouttes de pipi qui tombent sur la lunette. Elle a mal aux cuisses maintenant. Donc, elle essaie d'attraper le PQ, mais ça déroule et ça touche le sol. Du coup, tout le rouleau est condamné. Elle prend le 2e rouleau de PQ. Elle s'essuie, elle le met sur le réservoir derrière, elle part. Femme numéro 3 voit qu'il y a 3 gouttes de pipi sur la lunette. Du coup, elle se met à 15 cm, pas dessus la lunette. Il y a 13 gouttes de pipi qui tombent sur la lunette. Elle veut pas toucher à aucun de ces 2 rouleaux. Elle prend le 3e rouleau de PQ. Elle s'essuie, elle le met sur le réservoir derrière, elle part. Femme numéro 4 voit qu'il y a 3 rouleaux entamés. Il y a 16 gouttes de pipi sur la lunette. Du coup, elle se dit, ça fait 1 semaine que ces toilettes n'ont pas été nettoyées. Du coup, elle se met à peine sur les toilettes. Pipi partout. Partout. Par terre, sur le mur. Elle veut même pas tirer la chasse parce qu'elle veut pas attraper le sida. Elle part. Femme numéro 5 voit tout ce bordel. Elle a besoin de chier. Fukushima. Bref. Après 5 ans à Toulouse, j'ai perdu. Je me suis rendu compte que j'étais sur une barque toute nulle sur la rivière de la vie, que c'est moi qui ramais, avec Steven le déglingo qui faisait la gueule. Donc finalement, je me suis séparé de ma copine et j'ai décidé de monter à Paris. Parce que finalement, je serai au centre de tout. Si tout le chemin mène à Rome, tout le TGV mène à Paris. Et là, je me sentais chez moi ici à Paris. C'est sûrement grâce aux magasins qu'on trouve ici, parce qu'il y a des pharmacies partout. Aussi beaucoup d'opticiens partout, et de fleuristes. Donc Paris est une ville faite pour les gens hypocondriaques, myopes,
et rongé par la culpabilité. Un paradis sur terre pour les juifs new-yorkais. Ça, pour nous, c'est le top. Et j'adore Paris parce que Paris, c'est le seul endroit au monde où j'ai entendu quelqu'un se plaindre de la pollution en fumant une cigarette. J'adore. Vraiment, je vous adore le Parisien parce que je sais que vous avez une réputation partout dans le monde d'être impoli. Vous êtes au courant de ça? Ok, au moins vous êtes au courant. Vous n'allez pas changer, mais au moins vous êtes au courant. C'est la première étape, c'est très bien. Mais j'ai compris pourquoi vous êtes comme ça. Par exemple, cette semaine, j'ai vu 2 Parisiens. Ils se sont cognés dans la rue. Et les 2, en même temps, ils ont fait « Oh ». En même temps « Oh ». Et je me suis rendu compte que votre problème, c'est que vous n'avez pas assez d'armes à feu ici. Parce que ça n'arrive jamais aux États-Unis. On se connaît avec quelqu'un qui dit « Oh my God, I'm sorry. Are you okay? » Donc c'est pas qu'on est sympa, c'est juste qu'on a peur, ok? Et pour vous montrer à quel point j'aimais Paris, j'aimais le métro. Ouais. Ça, c'est un mot dans le dictionnaire français. Ça veut dire on est dans la merde. Mais non, moi, j'aime le métro. Surtout, j'apprécie le mec fou qu'on trouve dans le métro. Parce qu'il donne une touche de piment dans le trajet autrement banal. Par exemple, une fois, j'ai pris le métro à Barbès-Rochechouart. Il faut que je vous dise que je suis très fier de pouvoir prononcer le nom de ce putain d'arrêt métro. Barbès-Rochechouart. Bon, bref, j'ai pris le métro Barbès-Rochechouart. Il y avait un mec fou qui est monté dans le train. Il a crié à haute voix « Barbès ! Barbès est le plus grand aéroport du monde. C'est plus grand qu'Orly. C'est plus grand que Charles de Gaulle. C'est Barbès le plus grand aéroport du monde. » Il a répété ça, en boucle, jusqu'à ce qu'il demande à une vieille dame à côté de lui « C'est lequel le plus grand aéroport du monde ?» Elle a répondu « Barbès !» On était tous d'accord. Une autre chose que j'aime avec le métro, c'est la voix de chaudasse qui annonce ses arrêts. Blanche. Blanche. Pigalle. Pigalle. Mais c'est qui cette femme? Elle peut même rendre Barbès-Rochechouart séduisant. Barbès-Rochechouart. C'est mon arrêt, mais je peux pas me lever parce que je bande. Un autre truc que je trouve très bizarre avec le métro, c'est le nombre de gens qui sautent le tourniquet. C'est la chose la plus démocratique en France. J'ai vu de vieux sauter le tourniquet. J'ai vu de mères apprendre à leur gamin de 2 ans. Vas-y, vas-y, vas-y. Et j'ai vu plein de sauts différents. Il y a le saut Michael Jackson dans le clip Bad. Et ce qui est bizarre, c'est que la personne dans la cabine fait rien. Elle regarde les gens sauter. Comme si elle comptait de moutons. 547, 548. Mais il y a une autre façon de traverser le tourniquet ici à Paris que j'aime appeler la manière harcèlement sexuel. Et c'est une victime de cette manière cette semaine. Je suis allé vers le tourniquet. J'ai mis mon Navigo. Et puis un homme est venu derrière moi. Il a poussé son corps contre le mien. Alors je me suis raidi. Et c'était à ce moment-là qu'il commençait à chuchoter de mon oreille. Il m'a dit « Détends-toi. » Ça va bien se passer. Donc tout ça pour dire que j'adorais Paris quand je suis arrivé ici. Puis j'ai cherché un appartement. Ah oui, c'est pas le même Paris qu'on a besoin de vivre ici. Donc j'ai trouvé le seul appartement qui voulait bien de moi. Qui faisait 12 mètres carrés. Donc pour gagner de l'espace, j'ai surélevé mon lit. Donc j'ai commencé à dormir avec ça entre mon nez et le plafond. Pour sortir du lit le matin, il fallait se smurfer. La première nuit, j'ai entendu « Oh, oh, oh ». C'était comme s'ils étaient dans ma chambre. Mais là, j'ai atteint le rêve de tous les hommes. Mon pénis touche le plafond. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais célibataire pour la première fois depuis 5 ans en France. Sauf que cette fois-ci, j'étais face aux Parisiennes. Oui, parce que c'est notre espèce de française, la parisienne. Ouais, à vrai dire, je trouve que les parisiennes sont très féminines. Et on voit ça dans la manière dont elles s'habillent. Parce que l'image est très importante à Paris. Les gens à Paris s'habillent comme si Paris était un énorme défilé de mode. Salut.
Et ça, c'est que les hommes. Et c'est en dragon de Parisienne que j'ai découvert qu'il y a 2 langues parlées en France. Il y a le français et le française. C'est une langue à part. Par exemple, j'ai appris que le française salue le mec avec 3 mots différents. Et le mec peut savoir où il en est avec elle, sexuellement parlant, basé sur son choix de mots. Je vous explique. Il y a la catégorie bonjour, salut. Une 3e catégorie où il faut surtout pas être si tu as le moindre espoir de coucher avec elle. C'est coucou. Parce que si elle te dit bonjour, ça veut dire que votre relation est polie ou professionnelle, et donc tout est à définir et tout est possible. Si elle te dit salut, c'est bien. Si elle te dit salut toi, tu as une bouteille de champagne et 3 bonnes vannes à coucher avec elle. Mais si elle te dit coucou, c'est foutu. Dans sa tête, tu as le potentiel sexuel d'un lapinou. Et chaque fois que je rencontre une Française, je ne sais pas s'il faut la tutoyer ou vous voyez. Les gars, les hommes, il faut dire quoi? Tu ou vous? Tu, ok? Les femmes, tu ou vous? Voilà le problème. On n'est pas d'accord, hein? Parce que ma prof de français, elle m'a dit que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, peu importe la personne, il faut dire vous, pour être poli. Tandis que mon pote Tristan, il m'a dit, si tu veux la niquer, il faut dire tu tout de suite. Donc moi, je préfère dire vous, pour être poli. Et aussi parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça veut dire le mot niquer. Ouais. Et aussi parce qu'une fois, j'ai tutoyé une fille trop tôt. Elle m'a dit qu'on n'a pas regardé le cochon ensemble. Donc depuis, chaque fois que je rencontre une Française, je demande d'abord si on peut regarder le cochon ensemble. Mais ça ne marche pas non plus. Mais j'ai l'impression qu'au cours de la soirée, on peut commencer à vous tutoyer. C'est vrai? OK. Quand? Quoi? Après un verre. Juste un verre. Tout passe par l'alcool. En fait, c'est une définition de... C'est ça? Un verre? Non, donc quand? Après avoir dit bonjour, tu vas bien? Dans la rue? D'accord, elle est chaude. OK, d'accord. Il y a d'autres avis sur la question? Quand? Ça dépend. De quoi? Tu veux un truc plus vague que ça? Le tournure de l'échange. D'accord, tu habites dans quel siècle exactement? OK. De quoi? Donc, quand on sort en date, tout de suite, on peut tutoyer. Bah oui! D'un coup, c'est évident. On a passé 5 minutes de personnes, ça va être bah oui! Putain de merde. OK, donc si c'est un date, on peut. Si c'est un date pour les 2 personnes? Pour les 2 personnes? Parce que moi, je suis toujours en date. Je sais pas si la femme, ouais... C'est quoi? Si c'est acté. Il faut aller à la préfecture. Avoir le tampon. Maintenant, on est en date. D'accord, OK. Vous êtes d'accord avec ça? Non! Elle vient de dire bah oui! Putain! Ce qui m'amène à la prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a couché avec quelqu'un en ne vous voyant? En disant vous. Bon, sauf si tu baisais plusieurs personnes. Je pense dans ce cas-là, c'est plus approprié de dire vous. Le plus mauvais français que j'ai jamais parlé, c'était au lit en disant la cochonnerie. Parce que j'ai eu ma chance avec une Française, peu après d'être arrivé à Paris. Il faut dire que c'est assez bizarre de faire un acte d'adulte avec le vocabulaire d'un gamin de 5 ans. Je ne connaissais pas un seul gros mot, mais parce que dans mon cours de français cette semaine-là, on a pris le vocabulaire du marché. J'ai utilisé ça quand elle m'a chuchoté à l'oreille. Parle-moi. J'ai dit, ah oui, achète ma carotte. Avec ceci, tes melons sont bien mieux. Ça sera tout. En vous remerciant. Mais la langue française est perverse parce que même si on apprend le mot, on est niqué par la grammaire. Vagin, en français, est un mot masculin. Bite est une femme. Les seins sont 2 gars, le couille de copine. Mais c'est une blague.
Et en plein vif du sujet, c'est pas le moment d'aller chercher comment on conjugue le verbe jouir au subjonctif. Moi, j'ai dit, il faut que je jouime, que je jouis. Mais il faut avoir le morceau bac pour se taper une française. En plus, tu peux pas demander à ton prof de français de faire une leçon sur tout ça. Vous imaginez, lundi, nous apprendrons le vocabulaire de la poste. Mardi, nous irons à la plage. Mercredi, nous baiserons Marie-Estelle. Mais c'est en sortant avec ma prof de français que j'ai pu vraiment avancer. Le début de la soirée était plus que parfait. Au restaurant, on s'accordait très bien. On a parlé de nos passés simples, nos présents, nos futurs proches. Elle adorait mon accent grave. En sortant, elle m'a demandé si je voulais opérer une conjonction avec elle. J'ai répondu par l'affirmative avec un point d'exclamation. En arrivant chez elle, rapidement, on s'est trouvé en juxtaposition. Là, elle s'est mise à employer l'impératif en espérant que je sois subordonné. Puis quand elle a voulu employer un compliment d'objet direct, j'ai employé le négatif. J'ai mis un point final à tout ça, même si mon plaisir restait en suspension. En sortant de chez elle, elle m'a demandé si j'aimerais revoir le sujet. J'ai répondu par le conditionnel. Il vaudrait mieux garder toute cette histoire entre parenthèses. Voilà, ça m'a pris 2 ans à prendre ce putain de texte, donc merci. Et c'est après 1 an de célibat que finalement j'ai rencontré ma chérie d'aujourd'hui. On s'est rencontrés dans des circonstances très romantiques. C'était un mariage. Ouais. Elle était la mariée. Non, bien sûr, c'est pas vrai, mais dans sa tête, c'était elle la mariée. Parce que n'importe quelle femme, à mariage, se projette comme mariée. C'est un peu comme le porno pour les hommes, tu vois. Et là, c'est comme si tout ce que j'avais appris les 6 dernières années allait me servir maintenant pour la séduire. C'était le grand test. À table, je suis allé m'asseoir à côté d'elle. J'ai dit « bonsoir ». Elle m'a dit « salut ». Puis j'ai dit « ça va ?» Elle m'a dit « ça va ». Juste une seule fois. Quand je lui ai demandé si elle avait un copain, elle m'a dit « oui ». Mais bon. Voilà quoi. Et quand les assiettes sont arrivées, j'étais le premier à dire bon appétit. Puis j'ai maîtrisé le repas. Je connaissais le nom de tout le plat. Je savais de quelle région venait le vin. Et je savais comment couper le fromage. Alors j'hésitais à lui proposer un rendez-vous. Et c'est là où Steven le déglingo me dit t'es pas cap. Alors je lui proposais un rendez-vous pour le lendemain. Vu que je voulais la voir à 21h, je lui donnais rendez-vous à 14h. Alors le lendemain, à 21h, quand elle est arrivée, on s'est embrassés. Depuis, on garde le cochon ensemble. Et souvent, les gens nous demandent dans quelle langue on parle entre nous. Et entre nous, on parle en français. Parce qu'elle est française. Et parce qu'elle est française, elle parle anglais avec la recette suivante. Elle prend une phrase française, elle remplace tout le mot français avec des mots anglais, mais prononcés avec un accent français. Pour comprendre son anglais, il faut parler français. Par exemple, une fois, elle m'expliquait une recette de cuisine en anglais. Elle m'a dit, the key to this recipe is that you have to rape the cheese. Rape the cheese, d'accord? Traduction, la clé de cette recette, c'est qu'il faut violer le fromage. Vous dites râper en français, vous dites ça doit être pareil en anglais. Mais non. Mais finalement, j'ai compris pourquoi dans l'emmental, il y a de trous. Mais le pire moment de communication entre nous, c'est quand elle emploie des anglicismes. Vous voyez ce que c'est les anglicismes? Ce sont les mots anglais que vous avez volés. Comme parking, ou week-end, ou gangbang. Mais le problème, c'est que quand elle emploie les anglicismes, ce sont les seuls mots que je ne comprends pas dans sa bouche. Quand elle m'a dit que Prince était so has-been qu'il est redevenu hype. Le seul mot que j'ai compris là, c'est de redevenu.
Il faut arrêter d'employer les anglicismes parce qu'un mot anglais dans la bouche d'un Français, c'est pas de l'anglais. C'est un bâtard et mutant. Mais j'ai compris pourquoi vous prononcez mal ces mots anglais. Chaque fois que moi je dis borderline, tout le monde me dit « Oh là là, comment tu te la pètes ?» Donc parce que j'aimerais garder mes amis français, je dis « borderline ». Mais il faut dire que ma chérie est très forte quand elle veut chanter en anglais. Parce que dans ce cas-là, elle m'apprend sur ma propre culture musicale. Une fois, elle écoutait son casque en chantant Billie Jean is not my number. C'est dans ma cœur. C'est not Kimi not my suif. Tandis que je ne savais pas que Michael a fait une version de Billie Jean en breton. Et c'est grâce à ma chérie que j'ai eu l'expérience la plus française que j'ai jamais eue. Parce que récemment, on est allé à une fête chez quelqu'un. Et l'organisateur de cette fête a demandé à tout le monde d'emmener quelque chose à manger. Donc la seule chose à manger à cette fête, c'est des 27 quiches Lorraine. Tu dis ici en France, tout le monde emmène une quiche Lorraine. Donc il y a 27 quiches Lorraine. Et quelqu'un a dû verser du vin rouge sur toutes les quiches Lorraine. Donc c'est des quiches Lorraine absorbées par du vin rouge, qui je pense l'équivalent français d'un space cake, je pense. Et donc on est rentré à 3h du matin, bourré et affamé. Et la seule chose à manger chez nous, c'était un putain de camembert. Tu vois ce genre de camembert qu'il faut mettre dans un Tupperware? Sinon ton ketchup va avoir le goût de camembert. Tu vois ce genre de camembert? Et on avait 2 choix de pain. On avait de pain de mie dans un placard et on avait une demi-baguette surgelée de Picard. Et moi, j'adore Picard. Tu vas dans un Picard, tout est propre, tout le monde est habillé en blanc. On dirait une espèce de clinique de recherche de cancer. Tu vois, j'adore. Et on s'est débattu à 3h du matin, quel pain on allait manger avec le putain de camembert. Et moi, j'étais pour sortir la demi-baguette, attendre le 10 minutes, 8 minutes chaleur tonnante, pour voir du pain chaud avec le putain de camembert. Mais ma chérie, elle avait faim. Elle dit non, on va le manger avec le pain de mie. Et moi, j'ai dit, du pain de mie? Avec un putain de camembert? Et là, elle a fait un bruit que j'ai jamais entendu avant. Elle a fait... Ça, c'est le bruit d'un éléphant de mer qui a un orgasme. C'est pas une façon de s'exprimer. Parce qu'il faut savoir, normalement, elle parle d'une façon très sensuelle. Parce qu'elle est française. Vous avez la chance de parler la langue française. C'est tellement sexy. Vous pouvez dire n'importe quoi à un Américain. On trouve ça sexy. Vous pouvez dire... J'ai une gastro. J'ai vomi toute la nuit. Toute la nuit. Et c'est grâce à ma chérie que j'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris comment me mettre en colère en français. Parce que c'est pas évident de se mettre en colère dans une langue qui n'est pas la tienne. Parce que chaque fois que je me fâche, j'ai les mots et les émotions qui sortent de moi comme de la vapeur d'une cocotte minute. Tandis que la grammaire est collée au fond. Comme les carottes trop quittes. Par exemple, quand quelqu'un me fait une coup de poisson, je dis « Je vais te faire du foutre !» Qui est plus une promesse qu'une insulte, honnêtement. Et donc, chaque fois que je me dispute avec ma chérie, je perds. Parce qu'elle a plus de vocabulaire que moi. Par exemple, je vois toujours par la différence entre les insultes suivantes. Connasse, poufiasse et pétasse. Est-ce que c'est une question de coupe de cheveux? J'ai pas compris. Par contre, je suis incollable sur les insultes pour les hommes. J'ai appris qu'un crétin est un homme stupide. Un blaireau est un homme stupide qui s'habille mal. Un abruti est un homme stupide qui fait la muscu. Un salopard est un homme méchant moustachu du 19e siècle. Un salaud n'est pas vraiment un mec méchant, juste il fait pas ce que les femmes veulent. Et un connard n'est pas méchant non plus, juste il s'en bat les couilles. C'est à peu près ça, en gros. D'ailleurs, c'est bizarre comme expression. S'en battre les couilles. Vraiment, le français? Vous n'avez pas trouvé plus insultant comme expression? Que je m'en bats les couilles. Ce que tu me racontes est tellement ennuyant que j'ai pas autre chose à faire que de battre mes couilles. Mais il y a pire que je m'en bats les couilles. Il y a j'en ai rien à battre. Moi, j'ai pensé que j'en ai rien à battre, c'était je m'en bats les couilles pour les femmes.
Mais non, on peut dire je n'ai rien à battre, ça veut dire que c'est tellement chiant ce que tu me racontes, que j'ai eu le temps de battre mes couilles jusqu'à ce que je n'ai plus de couilles. Je n'ai plus rien à battre. Je m'en bats les steaks. Mais quel steak! J'ai appris aussi qu'il y a des choses qui peuvent partir en couilles. Vous avez quel genre de testicule ici qu'on puisse partir en couilles? Aussi, si vous gagnez trop d'argent ici en France, vous avez le couille en or. Ah bon? Comment ça marche exactement? Il faut aller acheter le couille doré ou ça devient doré après un certain revenu? Je voudrais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Aussi, s'il y a un problème, genre ta machine à café ne marche pas, vous dites il doit avoir une couille quelque part. Ah bon? Ça, c'est votre conclusion. Ça marche pas, il doit avoir une couille quelque part. Honnêtement, si tu trouves un testicule dans ta machine à café, il y avait trop de problèmes. Je veux pas travailler dans votre bureau, hein. La langue de Molière, hein, bravo pour ça. Ouais. Mais une fois j'ai gagné la dispute avec ma chérie. C'est parce que j'ai employé une expression tellement hard, tellement trash, que ça n'existe même pas dans la langue française. Cette expression est tellement crue que je ne pense pas la dire ce soir, en fait. Et il y a des enfants, je ne le sens pas. Et que 3 personnes qui veulent l'entendre de toute façon. Non, Vous voulez savoir ou pas? Non, je ne sens pas. Je vais t'enculer par la chatte. Elle était très surprise. 9 mois plus tard, j'étais papa. Voilà, c'est... Et bon, récemment, j'ai eu un moment assez touchant. Parce que j'avais un ami à moi qui m'a rendu visite. Et c'était cet ami new-yorkais qui ne croyait pas que j'allais quitter New York pour venir ici en France. Et c'était sa première fois en France. Donc c'était un petit con de touriste. Donc on est allé sur un bateau-mouche. Et là, il était à fond. Il a fait « Wouh !» Et moi, je dis « Je ne le connais pas. Et c'est là, sur ce bateau, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la Seine est devenue ma rivière de la vie. Et aujourd'hui, j'arrive à le naviguer sans problème. Et c'est là mon pote m'a avoué à quel point il était fasciné par ma vie ici. Il m'a dit, regarde-toi mec, t'es français maintenant. Tu parles français, t'as une chérie française, tu portes des écharpes. T'es français? Comment tu te sens? Et moi j'ai dit, ça va. Mais bon. Voilà quoi. Merci beaucoup. Merci. Asseyez-vous. Merci vraiment beaucoup d'être venu. Juste avant de quitter la scène, je voudrais juste remercier une dernière personne. C'est Steven le Déglingo. Parce qu'honnêtement, sans lui, je ne serais pas là. On est sur de faire rire le français pendant 1 heure. En français. Merci à vous, j'ai vraiment kiffé ce soir. Merci beaucoup pour la dernière. Merci.
Je viens de finir mon one-man show. Et assez souvent, les gens me demandent « Et Seb, mais comment est-ce que tu trouves toutes ces putains d'idées ?» Mais attention, parce que ce soir, je vais vous faire partager mon secret. Vous voyez, il ne faut pas être trop pressant avec les idées dans un premier temps. Non, il faut les séduire. Donc, il faut prendre l'air détaché, être calme, cool, de rien. Par exemple, cette idée-là m'a abordé hier soir dans un bar. Elle était canon. En plus, elle avait l'air marrante. Oui, vraiment nice. Vous lui aurez sauté dessus direct pour la transformer en blague de comptoir et plus tard l'oublier. Mais pas moi. Moi, je lui fais sentir que je voulais pénétrer son intimité, que je la traiterai en princesse. Avec moi, ça sera théâtre tous les soirs. Et là, ça a marché. Non seulement elle est belle, mais elle est fine. Putain, elle est brillante. À ce moment-là, j'en pouvais plus. Il fallait que je la ramène chez moi et que je la couche sur le papier. Dans le taxi, elle me travaillait. Je veux que tu me tapes sur ton clavier. Attention, parce que dans ce cas-là, il faut que tu arrives vraiment à garder ton stylo dans la poche. Sinon, tu vas salir le banc de taxi avec ton inspiration. Chez moi, je me jette dans un corps à corps effréné avec l'idée. La transpiration me pourrit la vue et je déflore la feuille de papier avec des mots n'existant même pas dans les harlequins les plus trash. Pendant ce temps au bar, ma copine me cherchait désespérément. Je me retiens jusqu'à emmener l'idée à son apogée. Je rejoins l'imprimante dans ses convulsions. Et c'est là que ma copine entre dans l'appartement. Elle s'est mise à hurler de sa colère face à ma virilité créatrice et insignifiante. Tu ne pourras jamais me satisfaire en tant qu'elle! Et c'est comme ça que nous nous sommes endormis. Ce matin, vers 15h, je me réveille. La gorge sèche et la tête cassée. J'ai regardé l'idée à côté de moi, paisiblement. Et je me rends compte que, putain, elle n'est pas terrible. Pour les gens qui regardent ce spectacle via YouTube, on peut laisser des critiques. Et donc, si vous avez adoré le spectacle, vous pouvez laisser une très bonne critique, du genre vraiment pas mal. Parce que j'ai appris que vraiment pas mal, c'est le top ici. Parce que toute la gamme des émotions françaises se retrouve entre très moyen et vraiment pas mal. Moi, je pensais que c'était des synonymes, mais pas du tout. Très moyen, c'est le pire. Après, c'est pourri, nul, ça va. Bien, super, génial. Pas mal. Vraiment pas mal. La preuve que vraiment pas mal, c'est le meilleur compliment en France, c'est que j'entends plein de Français dire « Ah, c'est vraiment pas mal !» Mais bon, tu vois, c'est trop enthousiaste. Il faut dire « mais bon » après.